Bonjour à tous, théoriquement vous devriez m'entendre. Merci et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par la Chambre de commerce Alsace-Eurométropole. Je m'appelle Daniel von Bacher et je suis conseiller d'entreprise au niveau du service mutation digitale à la Chambre de commerce. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-animer, enfin je vais plutôt laisser l'animation à l'experte. Donc je vais co-animer ce webinaire consacré à la loi informatique et liberté dans sa dernière version. Pour cela, je suis tout à fait content d'accueillir Nathalie Meyer de NMC Data Protect qui va se présenter dans quelques instants. Mais juste avant, je voulais juste rappeler un petit peu pour les nouveaux, pour ceux qui connaissent déjà, quelques petites règles. Donc on a 30 à 40 minutes de présentation de la part de Nathalie Meyer sur le sujet. Et puis après, ça sera suivi de quelques questions si vous en avez. Pour cela, n'hésitez pas à utiliser le chat et poser vos questions par écrit, puisque vous n'avez pas la possibilité d'intervenir via le micro. La session est enregistrée et sera disponible sur la chaîne YouTube de la CCI et je vous enverrai le lien dans la foulée. Voilà. Si Nathalie Meyer est prête, je lui laisse la parole et on peut commencer le webinaire. Merci, je suis prête. Est-ce que tout le monde est là? Enfin, je commence ou comment on fait? On peut commencer. Je vois, il y a 11 participants. On va commencer parce qu'autrement, ça va, les autres vont attendre pour rien. Je propose qu'on commence et puis les gens nous rejoindront. Et éventuellement, après, de toute façon, comme le webinaire est enregistré, ils auront toujours la possibilité de le regarder. D'accord. Bon, alors effectivement, donc, je me représente rapidement. Donc, je suis Nathalie Meyer et je suis juriste expert en protection des données personnelles, du droit du numérique et des nouvelles technologies. Et j'ai une certification CNIL qui me permet de mettre en conformité les entreprises au RGPD et à la loi informatique et liberté, et aussi d'être DPO externe pour certaines entreprises. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de faire une petite présentation. En fait, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que mon site est conforme par rapport à la loi informatique et liberté et aussi par rapport au RGPD? Là, sur le titre, j'ai surtout insisté sur la loi informatique et liberté parce qu'on l'oublie souvent. Et c'est une des éléments essentiels qui permet à la CNIL de contrôler à la fois le site et à la fois de contrôler l'entreprise. Donc le site est souvent la porte d'entrée pour les contrôles, que ce soit pour la CNIL ou pour d'autres éléments, parce qu'on permet d'avoir une vision assez rapide de la conformité d'un site. Et en même temps, on se dit que si le site n'est pas conforme par rapport au RGPD et à la loi informatique et liberté, c'est que l'entreprise ne l'est pas non plus, puisque un DPO ou un responsable de traitement ne laissera jamais une porte ouverte comme ça sur une réglementation qui ne serait pas respectée. Donc, c'est une des moyens pour voir si l'entreprise est conforme ou pas. Juste pour que vous sachiez comment ça se passe, la plupart du temps, les contrôles de la CNIL sur les sites internet, ce sont souvent des bots qui sont envoyés avec des mots-clés. Et donc, ces mots-clés remontent ou ne remontent pas. Et selon un certain pourcentage, on sait si le site est conforme ou il ne l'est pas et s'il y a un contrôle qui sera fait cette fois-ci sur pièce ou même à distance. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait envie de faire un petit tour. Alors, ce sera rapide, parce qu'en une demi-heure, c'est difficile de tout vous dire. J'ai essayé de mettre le plus possible sur le PowerPoint, puisqu'après, vous aurez accès à ce PowerPoint-là. Et vous pourrez après regarder et puis peut-être comparer par rapport à votre propre site. Alors, j'espère que les pages... Si j'arrive à faire tourner les pages, tout à l'heure, ça marchait. Oui, ça marche. Donc, j'ai fait un PowerPoint vraiment très pratique pour que vous puissiez après le réutiliser et que ça vous serve de base de travail. Alors, tout à l'heure, vous me faisiez remarquer que c'était un PowerPoint du juriste. Je m'en excuse, je plaide coupable. Donc, effectivement, je vous ai mis vraiment des choses très pratiques pour que vous puissiez vérifier que votre site est conforme ou pas. C'était pas une critique, hein. Non, mais je sais, j'ai trouvé ça très drôle, c'est pour ça que je le redis, c'était les off, alors je leur en fais profiter aussi. Donc, la première chose, c'est la loi donc, sur la confiance et l'économie numérique, qui est celle qui va
prendre le premier pas, on va dire, sur cette mise en conformité de votre site et qu'on va regarder par rapport d'abord aux mentions légales. Donc, je vous ai fait un petit tableau sur tout ce qu'on doit retrouver dans les mentions légales. Donc, je sors un peu de la loi informatique et liberté et du RGPD, mais le site Internet fait intervenir un certain nombre de législations et il faut que tout soit ouvert pour que vous soyez conforme. C'est pour ça que j'ai vraiment commencé du début pour que vous ayez quelque chose de pratique qui vous permette vraiment de voir totalement si votre site est conforme ou pas. Donc, il y a la première partie, c'est tout ce qui est l'identité. Donc, vous devez faire apparaître la dénomination sociale, la forme juridique aussi, et puis le montant du capital. Vous devez mettre les coordonnées, donc la plupart du temps, c'est les coordonnées du siège, et vous devez avoir une adresse électronique qui permette, ou un téléphone si vous préférez, mais qui permettent de contacter l'entreprise. Ensuite, vous avez les mentions relatives à la propriété intellectuelle. Donc, je ne saurais trop vous dire de faire très attention aux images que vous mettez, aux photos que vous mettez, aux textes que vous copiez-collez, puisqu'il y a toute une partie de propriété intellectuelle qu'il faut prendre en compte et qu'on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi sur vos sites. Si vous mettez des photos et que c'est des photos de vos salariés, de vos clients ou de manifestations, vérifiez que vous avez bien un droit sur l'image pour pouvoir les mettre. Si vous décidez de mettre des articles, vérifiez qu'il y a une possibilité, une autorisation qui vous permette de le faire. Sinon, vous tombez sous la propriété intellectuelle et ça peut coûter relativement cher. Pour mémoire, il y a peu de temps, une personne était venue me dire qu'elle avait simplement fait un renvoi sur un site suisse et ça lui en avait coûté 400 €. Donc, il faut quand même faire attention quand vous repartagez ou que vous intégrez dans vos sites internet des articles qui ne vous appartiennent pas. Ensuite, il y a toute la partie qui est les mentions qui sont relatives à l'hébergement du site. Donc, on doit retrouver ce que je vous y ai mis, le nom de l'hébergeur, la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone. Donc, ces 4 parties-là sont indispensables pour que vous ayez la première partie qui est celle des mentions légales, que vous ayez déjà cette partie-là qui soit conforme par rapport à la législation. Alors, je sais pas alors je vois pas si les gens posent des questions, c'est dommage, mais si jamais vous voyez qu'ils posent des questions, vous me le faites remonter. Ouais, je surveille. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Si dans la partie chatter, par exemple, vous pouvez déposer vos questions. Dès qu'il y a des questions, je vous le dis, Nathalie, pas de souci. L'idée, c'est vraiment que ce soit interactif et que si vous avez des questions, vous nous les posiez parce que j'ai peut-être pas pensé, enfin, j'estime peut-être que vous connaissez ces notions-là, peut-être vous ne les connaissez pas, mais n'hésitez pas à m'arrêter pour que je précise. Alors, je vous ai fait une partie un peu plus précise aussi pour les activités commerciales et puis pour les sites marchands ou d'autres types d'activités, parce que je ne savais pas trop quelles étaient les personnes qui allaient venir écouter le webinaire. Donc, je vous y ai mis selon ce que vous êtes ou ce que vous faites, ce que vous devez faire apparaître dans vos mentions légales. Donc, n'oubliez pas pour les sites marchands de mettre les conditions générales de vente, c'est une obligation. Et puis pour les professions, s'il y a des professions réglementées, mettre quelles sont les références et les règlements qui vous permettent de vous dire soit, imaginons, avocat, médecin, etc., pharmacien. Donc, toutes ces parties-là doivent apparaître dans les mentions légales. Vous avez aussi, cette fois-ci, on bascule dans tout ce qui est l'utilisation des données personnelles. Donc là, on bascule sur la réglementation RGPD. Donc, à savoir ce que vous devez mettre en place pour être conforme par rapport au RGPD. Donc, la première chose, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez collecter comme données personnelles. Donc, la plupart du temps, ça va être des noms, des prénoms, des adresses, des mails, des photos. Ça peut être aussi des adresses IP. Donc, on va devoir retrouver tous les éléments de collecte que vous faites. Et on a un devoir de transparence par l'article 13 du RGPD qui va vous demander ce que vous collectez, pourquoi vous le collectez, à qui vous le destinez, combien de temps vous allez le conserver et comment vous allez le détruire. Donc tout ça, il faut qu'on le trouve sur la politique de confidentialité dont je vous parlerai tout à l'heure. Et ce sont des éléments que l'on doit retrouver puisqu'on a un devoir de transparence et que pour que la personne accepte de vous donner tous ces éléments-là, il faut qu'elle sache ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc qui vous êtes, donc qui est le responsable du traitement,
qu'est-ce que vous collectez comme données, qu'est-ce que vous allez en faire, ça c'est le traitement, combien de temps vous allez les conserver, à qui vous les destinez, etc. Donc toutes ces notions de l'article 13 doivent apparaître pour que vous puissiez être légalement en capacité d'utiliser les données personnelles que vous allez voir transiter sur votre site internet. Donc, je vous parlais de la politique de confidentialité. Donc, on a déjà fait les mentions légales. Donc, quand vous essayez de visualiser votre site internet, vous allez avoir tout en bas un pavé qui va être mention légale qu'on a vu. Et donc, maintenant, on va avoir un autre pavé qui s'appelle politique de confidentialité. Donc, cette politique de confidentialité, elle est obligatoire par rapport au RGPD. Donc, il faut qu'elle apparaisse et il faut qu'elle soit facilement atteignable. C'est-à-dire que souvent, on voit que la politique de confidentialité va être mise dans les mentions légales et elle ne devrait pas l'être puisque l'internaute peut être trompé ou peut avoir, enfin trompé, il peut avoir du mal à voir où est cette politique de confidentialité et il faut que cette politique de confidentialité apparaisse de manière bien identifiée. Donc on va avoir identifié les mentions légales et puis après on va avoir la politique de confidentialité qui va être bien identifiée et ensuite on verra, il y aura la politique de cookie qui elle aussi doit être séparée pour qu'on voie bien ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'en tant qu'internaute, si je vais sur votre site, il faut qu'à tout moment, je puisse avoir ces trois notions, ces trois informations de manière rapide. Donc, il faut qu'on les distingue pour qu'on puisse bien les voir. Donc, la politique de confidentialité, on a déjà l'identité et les coordonnées du responsable de traitement. Ça, sur le RGPD, on a cette notion-là de responsable de traitement, co-responsable de traitement ou sous-traitant. Donc, je vous en avais parlé quand on avait fait d'autres webinaires. Et concrètement, ici, on cherche à savoir quel est le responsable de traitement, c'est-à-dire qui est la personne qui a décidé de collecter et d'utiliser les données personnelles, puisque c'est elle qui sera responsable par rapport au RGPD. C'est pas forcément une question, Nathalie, c'est pas forcément le DPO. Non, c'est forcément le DPO. Ouais, ok. Alors, je fais la différence. Le responsable de traitement, ça va être celui qui a décidé de collecter des données pour en faire quelque chose, pour en faire un traitement. Le DPO, lui, il est là pour conseiller le responsable de traitement pour ce qu'il met en place soit conforme par rapport au RGPD. Mais les données appartiendront ou peuvent appartenir au responsable de traitement puisque c'est lui qui va décider de le mettre en place. Donc concrètement, ça va être, c'est la personne la plus proche de la personne morale. Donc ça va être le PDG, ça va être le directeur, ou s'il y a des délégations, ça descend en cascade par délégation, ou ça remonte en cascade après les délégations. Ok. Mmh. Donc après, il faut les coordonnées du délégué à la protection des données personnelles, puisque on a vu tout à l'heure qu'on a un article 13 qui nous dit que les personnes doivent être informées de ce que vous faites avec les données personnelles. Mais une fois qu'elle est informée de ce que vous faites avec les données, il faut qu'elle puisse avoir finalement un contact dans l'entreprise pour qu'il puisse lui dire si finalement il a envie d'avoir un droit d'accès ou il veut effacer ce qu'il vous a dit, il a changé d'avis, à un moment il vous a donné un consentement, il ne souhaite plus, donc il faut qu'il puisse avoir ce point de contact qui est le DPO. Donc le DPO va être là entre un point de contact entre la personne qui a donné ses données personnelles, ou plutôt qui a confié ses données personnelles, et le responsable de traitement. Donc il est là un trait d'union entre les deux pour qu'il y ait cette possibilité à la personne qui a confié ses données à un moment, soit de ne plus vouloir le faire, soit de demander un droit d'opposition ou de rectification, etc. Il faut aussi que lorsque vous avez mis en place des traitements, vous ayez une base juridique. Donc des bases juridiques, il en existe plusieurs sur le RGPD. Donc on va avoir le consentement, qui est celui qui est utilisé la plupart du temps sur les sites internet. C'est-à-dire on va demander à la personne si elle veut bien nous donner son nom, si elle veut bien nous donner son mail, etc. Donc là, c'est ce qu'on appelle le consentement. Mais il peut y avoir d'autres bases, comme par exemple le contrat. Imaginons que vous ayez un site marchand et donc vous allez passer un contrat de vente avec cette personne-là. Et donc, si vous lui demandez des données personnelles, son nom, son prénom, son adresse pour la livraison, etc., c'est parce que vous avez une base contractuelle qui vous permet de le faire. Il existe aussi des bases qui sont dites légales et réglementaires, mais dans le cas des sites internet, c'est un peu plus rare, donc je ne vous en parlerai pas parce que c'est un petit peu plus rare, mais sachez que ça existe. En tous les cas, il existe 6 types de bases juridiques qu'on peut utiliser pour le RGPD.
On a aussi la finalité de la collecte, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut qu'on sache pourquoi vous avez collecté ces données personnelles et qu'est-ce que vous allez en faire. Et puis, avoir cette partie de savoir si c'est obligatoire ou facultatif. Donc, imaginons que vous avez un site marchand. On imagine bien que si vous passez un contrat de vente avec la personne, il est obligatoire qu'elle vous donne son nom, son prénom, son adresse si elle veut être livrée, son numéro de téléphone si elle veut être contactée. Par contre, imaginons que c'est un formulaire de contact où la personne a juste besoin que vous la contactiez. À ce moment-là, elle peut laisser de manière aléatoire soit son adresse postale ou son adresse électronique ou mail, c'est-à-dire que c'est elle qui choisira, sauf si vous avez indiqué que c'est obligatoire. Donc, je rappelle que le RGPD, il y a une notion qui est dite de minimisation des données de proportionnalité. C'est que vous pouvez collecter des données avec le consentement de la personne que si vous en avez un usage. Donc, vous pouvez prouver l'usage que vous en avez. Je vous donne un exemple. Si vous allez sur un site internet et on vous demande votre date de naissance, il n'y a aucune obligation qu'on vous la demande, sauf s'il y a une obligation, par exemple, réglementaire. Sinon, vous n'avez pas donné la date de naissance puisque vous n'en avez pas besoin pour une vente ou autre chose. Donc, il y a toujours ce côté-là lorsque vous faites des formulaires, d'ailleurs, vous le voyez souvent sur les sites, vous avez des petits astérisques qui vous disent obligatoire ou non obligatoire. Donc, il faut qu'il y ait toujours cette partie-là. Il faut que l'internaute sache ce qu'il est obligé de vous donner pour avoir la prestation ou ce qu'il peut éventuellement vous donner s'il le souhaite pour avoir la prestation. Donc, cette différence, il faut bien qu'elle apparaisse. La politique de confidentialité, donc encore, je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'on ait les destinataires ou la catégorie des destinataires de données, donc à savoir à qui vous allez donner ces données-là pour faire la prestation. Donc, imaginons que c'est que au service interne, donc vous précisez que c'est que pour le service interne. Par contre, si vous avez des sous-traitants, vous indiquez quels sont les sous-traitants, puisque un internaute peut vouloir vous confier ces données à vous, mais pas forcément à un destinataire que vous aurez choisi. Donc là, c'est ce qu'on appelle, encore une fois, la transparence. C'est qu'il faut qu'il sache à qui vous allez les destiner et qu'est-ce que vous allez en faire. Ensuite, il y a une obligation de durée de conservation des données. Donc, les données ne peuvent pas être conservées de manière éternelle. Donc, il y a tout un référentiel de temps de conservation. Par exemple, il est considéré que garder un listing de clients 3 ans est suffisant à partir du moment où la personne n'a plus de contact avec vous. Donc, imaginons que quelqu'un a passé un contrat de vente en 2020. Si en 2023, il n'a plus rien acheté chez vous, à ce moment-là, vous devez les éliminer des listes. Ça, c'est pour les listings clients. Il y a la même chose pour les salariés ou pour tout type de données. Il y a toujours un référentiel de données qui existe. Donc, ce référentiel de données, soit vous le trouvez sur la loi informatique et liberté, soit vous pouvez le trouver sur d'autres législations, par exemple le code du travail si c'est pour les salariés. Vous pouvez le trouver aussi sur différentes législations qui ont à faire avec le droit des affaires. Vous avez des réglementations aussi, par exemple, qui vous obligent à garder des factures pendant 10 ans. Donc en fait, ça, c'est votre DPE qui va vérifier quelles sont les données, qu'est-ce que vous en faites et combien de temps vous avez le droit de les garder pour pouvoir le mettre dans la politique de confidentialité. Et puis, vous devez préciser si vous avez fait un transfert hors de l'Union européenne. Donc ça, souvent, on oublie de le regarder, mais quand vous avez un site Internet, il faut que vous regardiez où sont hébergées vos données, par exemple. Parce que si vos données sont hébergées hors de l'Union européenne, il faut que vous le précisiez et il y a tout un process juridique pour pouvoir stocker des données hors de l'Union européenne qui s'appellent les clauses contractuelles types, qui sont un peu complexes à faire. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux demander à ce que vos données soient toujours stockées dans l'Union européenne. Donc, la plupart des grands hébergeurs, si vous le demandez, les hébergent dans l'Union européenne. Mais parfois, par défaut, elles sont peut-être aux États-Unis ou elles sont dans un pays hors de l'Union européenne. Donc, il faut toujours vérifier vos conditions générales de vente, vérifier où sont vos données et si elles ne sont pas dans l'Union, exiger qu'elles le soient. Nathalie, il y a une question à ce propos, Oui. notamment pour la partie sous-traitement sous-traite des données. Souvent,
les gens sur leur site internet, c'est le cas pour la chambre de commerce par exemple, on utilise un outil qui est gratuit pour les statistiques de visite qui s'appelle Google Analytics. Oui. Comme son nom l'indique, c'est un outil Google. Et je pense que les données sont traitées aux États-Unis. J'en suis même quasiment sûr. Est-ce à dire que on n'est pas dans les clous? Alors, non, vous ne l'êtes pas. Alors, vous l'êtes, mais pas pour longtemps, on va dire. Vous ne l'y étiez pas, maintenant vous l'êtes pour un certain temps, mais pas pour longtemps. Alors, je m'explique. Il y a un accord qui a été signé en août 2023 pour permettre à nouveau d'avoir des transferts qui vont vers l'Union européenne, vers les États-Unis. Mais en fait, ce protocole, avant même d'avoir été signé, avait déjà des failles. Et donc, il y a plusieurs pays qui sont en train de faire des recours pour annuler cet accord qui a été signé en août 2023. Donc, c'est pas la première fois. On a eu Schrems 1, Schrems 2, Schrems 3. Donc, on en a plusieurs qui, à chaque fois qu'ils sortent, sont valables que quelques mois. Puis, il y a une faille juridique et ils sont cassés et on en refait un autre. Donc là, la CNIL sait d'office qu'avant même qu'il soit signé, il avait déjà des recours qui étaient en place. Donc pour l'instant, Google Analytics, pendant quelques mois, on peut l'utiliser, mais la CNIL conseille fortement de ne pas le faire, puisque de toute façon, on sait très bien que d'ici quelques semaines, on ne pourra plus l'utiliser comme on ne pouvait pas les utiliser avant août 2023. Donc, elle donne par contre d'autres outils qu'on peut utiliser qui, eux, restent dans l'Union européenne. C'est une maison qui s'appelle Momento. Je crois que c'est Matomo. Voilà, Matomo. Ouais. Voilà, Alors, mais je pense que le Google Analytics intéressait beaucoup les gens et je pense que ça doit intéresser les gens qui regardent le webinaire parce qu'il est gratuit en fait. Matomo, si je dis pas de bêtises, est payant. Enfin, ça dépend. Je crois que la non, formule une version gratuite. oui, il y a une version gratuite en mode hébergé, mais si on héberge soi-même, je crois, le logiciel Matomo, sinon on utilise les services de Matomo et là, c'est un sorte d'abonnement mensuel. Alors le risque, c'est que les recours sont, je veux dire, avant même qu'ils sortent, les recours avaient été lancés contre cet accord. Donc on ne sait pas exactement quand ça va être cassé, mais ça va l'être. Donc c'est un peu embêtant si vous l'utilisez, il faudrait presque se déshabituer de l'utiliser, puisque bientôt vous ne pourrez plus le faire, quoi. Ouais. Donc voilà, je sais que Google Analytics est quelque chose qui est beaucoup apprécié par les marketeurs. Mais en tout cas, l'Union européenne est en train de créer des outils qui se rapprochent de plus en plus. Donc, je ne suis pas spécialiste en outils informatiques, mais en tous les cas, je pense que vous devriez regarder, voir ce qui est sorti entre-temps, puisque effectivement, sachant que c'est compliqué de l'utiliser, il y a des applications et des nouveaux outils qui sortent. Ok. Ou alors, d'ici là, peut-être que Google va trouver une solution aussi pour les héberger dans l'Union. Oui, c'est possible. Donc, il y a plusieurs pistes comme ça qui nous laissent croire qu'on va pouvoir utiliser soit des clones, on va dire, ou alors ils vont trouver une solution. Parce qu'en général, quand l'Union européenne tape du poing sur la table et met des amendes records, ils trouvent la solution. Donc, ça pourra être le cas. Ouais. Mais en tous les cas, il faut vraiment faire attention aux transferts hors de l'Union européenne. Et en tous les cas, pour Google Analytics, sans citer personne, disons qu'il y a un très grand groupe national. Au lendemain, enfin 48 heures après que le Schrems 2 ait été remis en cause, a eu une demande de la CNIL d'enlever tout de suite Google Analytics. Donc, c'est quelque chose que la CNIL vérifie quand même. Oui, ok. Donc, par prudence, je dirais ne l'utilisez pas. Ok, oui, merci. Très bien. Voilà. Donc, pour les transferts hors de l'Union européenne, faites attention. Souvent, on a l'impression qu'on n'a pas de transfert, mais des fois, on en a quand même. Vérifiez bien vos hébergeurs. Pour revenir justement aux cookies, tout à l'heure on va parler de la politique de cookies, sachez que la CNIL a mis en place une application qui s'appelle CookieVic qui permet de vérifier quels sont les cookies qui sont sur vos sites internet. Et souvent, on ne sait pas, mais on se rend compte que du coup, on va avoir des Google Analytics qui sont installés alors qu'on pensait ne plus les avoir,
ou alors on va avoir aussi des cookies Facebook et Instagram qui viennent s'installer des fois sans qu'on ait eu l'impression de les avoir demandés. Donc vérifiez en passant ce petit logiciel qui est gratuit de la CNIL, ça vous permet de savoir ce que vous avez sur votre site. Je referme la petite parenthèse cookie. Donc, je reviens à la politique des cookies. Donc, c'est l'article 82, cette fois, de la loi informatique et liberté. Et là, donc, je vous ai donné juste la petite définition de ce que c'est qu'un cookie. Et vous précisez que si vous utilisez des cookies, vous avez une obligation de prévenir les internautes sur la finalité du cookie et puis d'obtenir leur consentement. Donc, comme toujours dans le RGPD, on a toujours la même chose, savoir ce que vous collectez, ce que vous en faites, combien de temps vous les conservez, etc. Et il faut que l'internaute le sache. En précisant qu'un cookie reste en principe 13 mois sur l'ordinateur de la personne qui a consenti, mais que vous, en tant que propriétaire de ce cookie, vous devez être en capacité pendant 25 mois de prouver que vous avez le consentement de cette personne. Donc, il y a 2 dates à retenir, 13 mois le cookie reste sur l'ordinateur, 25 mois, je peux prouver le consentement de cette personne. Donc, les cookies, la plupart du temps, sont liés à des opérations de publicité personnalisée ou non. Hein, c'est Google Analytics, finalement, dont on parlait tout à l'heure. Et puis, on peut avoir aussi des cookies de fonctionnalité de partage des réseaux sociaux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui parfois apparaissent d'office ou par défaut sur les sites Internet, donc qui vont sur souvent Instagram et puis Facebook. Donc, si vous les avez, il faut que vous préveniez vos internautes qu'ils existent et qu'ils ont la possibilité d'accepter ou de refuser. Donc ça, vérifiez. Vous avez des logiciels qui vous permettent, une fois que vous avez vos cookies, de les enlever ou en tout cas de les gérer. Mais cette partie-là vous revient en tant que responsable de traitement. Alors, je vous ai mis des petits exemples de bandeaux de cookies qui ont été faits par la CNIL, qui en fait proposé un peu des exemples pour qu'on puisse savoir ce qu'elle recherche et ce qui est important pour avoir un bandeau qui est conforme au RGPD, plutôt à la loi informatique et liberté. Je vous rappelle que ce sont les sites français qui ont l'obligation d'avoir accepté, refusé, paramétré, et tout site, même s'il n'est pas français, mais qui est accessible par des Français, donc tout ce qui est .fr. Donc, si vous allez sur des sites, par exemple, allemands ou espagnols, où c'est des .de ou des ES, vous n'aurez pas forcément ce bandeau-là, puisque cette obligation vient de la loi informatique et liberté et pas forcément du RGPD. Donc, nous, on est obligé de le mettre comme ça. Mais si vous avez je pense notamment en Alsace, on a quand même souvent des sièges dont les entreprises sont en Allemagne et puis les filiales sont en France. Si on a accès au site Internet, il faut qu'il y ait le bandeau parce qu'il est accessible par des Français. Donc, la loi s'impose et il faut qu'il y ait ces bandeaux-là avec les personnalisés, tout refusé, accepté. Donc, je vous ai mis quelques petits exemples pour que ce soit pratique à quoi ça ressemble. Donc, je vous en ai mis 3 pour que vous puissiez les regarder. Je regarde l'heure parce que j'ai plus que 2 minutes pour que vous puissiez les regarder et puis vous faire une idée de ce dont vous avez besoin. Je vous en ai mis un 3e avec justement des publicités géolocalisées pour que vous ayez à peu près les 3 exemples de ce qui est le plus courant pour les sites Internet. Je voulais faire un petit focus sur la sécurité des sites. Donc là, en ce moment, on a eu une conférence avec l'ANSSI, qui est l'Agence nationale donc de la sécurité informatique, qui nous disait qu'il y avait un partenariat qui était mis avec la CNIL pour vérifier les protocoles TLS sur les sites Internet en nous précisant que les TLS 01, 01 et 11 sont à proscrire. Donc ceux-là, ils ne doivent plus apparaître. Donc, il faut vraiment que vous vérifiez quelle est la version que vous avez, puisqu'il y a une campagne de contrôle qui va commencer à partir de janvier. Donc, regardez bien ce que vous avez ou demandez à vos informaticiens. Déjà, est-ce que vous avez ce protocole TLS qui est de sécurité? Si vous l'avez, vérifiez que vous aviez la bonne version puisqu'il est obligatoire. Je vous ai mis en rouge parce que je ne savais pas quel public on allait avoir, mais si on a des collectivités territoriales
il y a une obligation d'avoir un certificat électronique qui est obligatoire, qui s'appelle ISTI Certification FR. Donc celui-là, il est obligatoire, mais pour les collectivités territoriales ou organismes publics. Donc, je ne sais pas s'il y en a entre vous. Il y a aussi une obligation de limiter les ports de communication strictement nécessaires au fonctionnement. Donc, je vous ai mis un peu ce qui était demandé par l'ANSSI. Et puis, limiter les accès aux outils d'interface d'administration aux seules personnes habilitées. Attention, il y a vraiment ce côté-là de passer des robots pour vérifier qu'il n'y a pas une possibilité en rajoutant sur la barre URL un certain nombre de choses qui permettraient facilement d'arriver sur l'administration. Donc, toute cette partie sécurité va vraiment, à partir de janvier, être vérifiée par la CNIL en plus des politiques de confidentialité, en plus de la politique des cookies. Il y a un gros focus qui va se faire sur la sécurité des sites. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis une petite remarque pour que vous y fassiez attention et que vous vérifiez tout ça avant les vacances de Noël. Quelques nouveautés donc depuis le 1er juin 2023. Si vous avez des abonnements ou si vous avez des contrats avec vos clients, il faut qu'il y ait une possibilité qu'ils puissent résilier gratuitement les contrats par voie électronique. Donc, c'est ce qu'on appelle la résiliation en 3 clics. Donc, il faut qu'il y ait une fonctionnalité qui permette à la personne de pouvoir se désabonner ou arrêter un contrat si elle le souhaite, donc évidemment avec des conditions qui sont prévues contractuellement, mais en tout cas de manière électronique. L'idée, c'est que ce soit aussi facile de s'inscrire que de se désinscrire. Notamment si vous avez pu faire une vente de manière électronique, il faut que vous puissiez tout aussi facilement, en 3 clics, pouvoir arrêter ce type de contrat. Donc, ça concerne les assurances, mais ça s'étend aussi à la téléphonie, à l'électricité et à d'autres types de sites marchands. Donc, c'est quelque chose auquel vous devez vous préparer et vérifier si vous avez ces fonctionnalités. Si vous ne les avez pas, les mettre en place. Alors, je vous ai mis un petit peu plus d'explications sur cette nouvelle fonctionnalité pour que vous puissiez me lire tranquillement sur cette notion de 3 clics, à savoir comment vous devez faire pour que ça apparaisse sur votre site internet. Et je vous ai mis un peu tous les textes de loi qui m'ont permis de vous expliquer en grande ligne ce qu'il faut avoir pour avoir un site qui soit conforme par rapport à la loi informatique et liberté, RGPD, et à la loi de modernisation, plus les nouvelles législations qui sont en place. Voilà, j'ai respecté, hein. J'ai dépassé de 2 minutes, j'espère que vous n'en voudrez pas, la demi-heure qui m'était accordée. Donc maintenant, je suis prêt à entendre toutes les questions que vous avez ou que ce PowerPoint a soulevé. Alors pour l'instant, j'ai pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas à en poser. Moi j'en ai 2, Nathalie. J'en profite, peut-être inspirer les participants. Ouais. J'ai remarqué aussi une chose, je reviens sur la partie cookies. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu aussi bien sur smartphone que sur PC. Effectivement, les bandeaux maintenant apparaissent la plupart du temps sur les sites internet et puis il y a accepter, refuser, sauf sur les sites des journaux. Si vous tapez l'équipe ou le monde ou etc. Vous n'avez pas ce type je veux dire, le bandeau existe, mais les CTA, enfin les boutons, ce sont pas les mêmes. Et si on veut pas accepter les cookies, si on n'accepte pas les cookies, il faut payer. Oui, vous avez déjà remarqué ça? Ça s'appelle des cookie halls en fait. Ouais. Donc, cookie hall, au départ, quand l'article 82 a été mis en place, il y a eu une interdiction totale de les mettre en place. Il y a eu un recours qui a été fait auprès du Conseil d'État qui a alors dit que la CNIL devait revoir sa copie parce qu'elle ne pouvait pas faire une interdiction totale des cookie halls et qu'il fallait qu'elle précise en quel cas ils n'étaient pas autorisés. Donc pour l'instant, ça reste un petit flou. Il faut qu'il y ait une précision qui soit faite pour savoir quand on peut utiliser les cookie halls et quand ils ne peuvent pas être utilisés. La CNIL est vraiment dessus. Par exemple, j'avais fait une demande à la CNIL par rapport au site qui s'appelle Allociné. Je m'étais posé la question parce que j'avais vu les cookie halls. Donc, j'avais fait une demande pour savoir est-ce que ce cookie hall
était applicable en France, puisque je rappelle qu'Allociné est allemand. Donc en fait, le DPO d'Allociné m'avait répondu que comme il était un site allemand, il avait le droit de le faire, puisqu'il n'était pas contraint par la loi informatique et liberté, ce qui est faux, puisque dès que ça s'adresse à des Français, la loi informatique et liberté s'applique. Donc là, la CNIL est effectivement en procédure pour mettre en place et bien préciser quand on peut mettre des cookie all et quand on ne le peut pas, parce qu'elle a été retoquée par le Conseil d'État. D'accord. OK. Donc c'est ça. Par contre, et on ne peut plus utiliser ce qu'on appelait avant le consentement de scrolling, c'est-à-dire qu'avant, on considérait que si on vous mettait accepter, refuser, paramétrer et que vous tourniez votre souris sans rien mettre du tout, mais vous continuez à regarder le site et aller sur différentes pages, on estimait que vous aviez fait un consentement. Alors que par rapport à la loi informatique et liberté, maintenant, on ne considère pas que le scrolling est un consentement. Il faut vraiment qu'il y ait une action mécanique, c'est-à-dire cocher ou décocher une case qui fasse qu'on comprend bien que vous avez pris connaissance du fait que vous pouviez consentir ou pas et à quoi vous consentez. OK, c'est clair. Ouais. Donc ça, c'est pour les cookies. Très bien. Et alors j'ai une deuxième question, mais alors rapide, hein, Nathalie, je vais pas, Oui, ne vous étendez pas j'ai le sur le temps. sujet parce que c'est à cheval sur un autre sujet. C'est forcément ça touche l'intelligence artificielle au niveau des images. Effectivement, donc théorique, j'ai bien compris, il faut qu'on puisse prouver qu'on est propriétaire de l'image. Maintenant, si on génère une image via une intelligence artificielle, qu'est-ce qui se passe en termes de droit? Mais là, j'ai peur je pense qu'on ne va pas avoir Alors, de réponse. Ou j'ai bien pu vous avez. vous répondre simplement parce que je m'y suis un peu intéressée et j'ai Mhm, vu qu'il y avait effectivement un cas de propriété intellectuelle qui avait été soulevé aux États-Unis. C'était une personne qui avait repris, en fait, l'intelligence artificielle s'était éduquée en lisant plusieurs livres de science-fiction avec des auteurs connus et mhm. donc avait recréé. Alors, c'était pas copié, hein, mais c'était créé en s'inspirant à la manière d'eux. Et en fait, aux États-Unis, ça a été considéré comme de la propriété intellectuelle qui aurait été volée. Donc, nous, je ne sais pas comment ça réagirait. En tout cas, aux États-Unis, là, il y a eu une procédure où un juge a dit non. L'intelligence artificielle s'est nourrie de cette manière de faire. Et donc, ça fait partie de la propriété intellectuelle. Et cette troisième personne qui a demandé à ChatGPT d'écrire ce livre ne peut pas se dire propriétaire de ce livre-là. Mais Mhm. nous, pour l'instant, en tous les cas, alors peut-être que les internautes qui nous écoutent ont plus regardé, mais sur ce que j'ai vu, en tout cas en France, pour l'instant, j'ai pas vu de cas de propriétaire intellectuel qui ait été demandé ou des plaintes qui aient été faites pour l'instant. D'accord. Ça Ok. pourrait venir. Ouais. Ok. S'il n'y a plus de, il n'y a pas de questions, donc s'il n'y a Alors, plus, soit c'était très clair, soit pas du tout. non, je vois peut-être que j'ai une petite question là éventuellement. Non, je vais juste voir. Alors j'ai une question éventuellement de Maxime Grill, mais je la comprends pas très bien. Il me parle de place des contrôles automatiques. Oui, je pense qu'il peut dire Ah, comment se la les CNIL et contrôles l'ANSSI mettent en place des contrôles automatiques, ouais. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, il y a des contrôles automatiques qui sont faits, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, en fait, il y a des bots qui regardent par rapport à des mots clés. On va regarder, par exemple, politique de confidentialité. Enfin, je les connais pas, hein, mais on sait que c'est des mots-clés. Donc, ça va être certainement politique de cookies, ça va être différent de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, par rapport à ça, on arrive à déterminer si le site est conforme ou pas conforme, si on retrouve toutes ces notions-là qui devraient y apparaître. Ok. J'ai d'autres questions. Passer par un CMP, un Consent Management Platform, pour être conforme. Question. C'est toujours compliqué parce que, en fait, il faut savoir quelle est la personne qui va vous mettre en conformité, quelles sont ses compétences pour le faire, puisque vous allez penser être en conformité, peut-être que vous ne l'êtes pas. C'est toujours difficile de dire, ne sachant pas qui est derrière, en fait. Ok. Le DPO est-il obligatoire ou bien un contact sur un site internet est-il suffisant?
Alors, ça dépendra. Le DPO est obligatoire selon le RGPD dès que vous utilisez des données personnelles dites à grande échelle. Le problème, c'est qu'on n'a pas de définition de ce que c'est qu'à grande échelle. Donc, si vous considérez, par exemple, pour les entreprises de plus de 250 personnes, par exemple, le DPO est obligatoire. Donc, on a une piste de se dire que quand on a plus de 250 salariés, on est déjà à grande échelle, donc il faut un DPO. Donc, est-ce qu'on peut le remettre par rapport aux données que vous allez traiter par des clientèles? Ça, c'est au responsable de traitement de déterminer s'il il pense l'être. Par contre, s'il a mal jugé, il peut effectivement se faire sanctionner. Ok. Après, de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut quand même un contact, qu'on l'appelle DPO, qu'on l'appelle RGPD, qu'on l'appelle comme on veut, mais en tous les cas, il faut qu'il y ait un contact qui soit là pour répondre au droit d'accès. Je vous rappelle que le droit d'accès, il faut y répondre en 72 heures. Si au bout de 72 heures, vous n'avez pas répondu, la personne peut faire une plainte à la CNIL. Et d'ailleurs, sur la politique de confidentialité, vous devez prévoir la ligne disant si vous considérez que vos données n'ont pas été utilisées de manière adéquate, vous pouvez porter plainte à la CNIL à l'adresse suivante et vous devez mettre l'adresse de la CNIL. Question suivante, Nathalie. Nous avons un site, là, il vient d'arriver, nous avons un site non marchand avec des offres d'emploi. Le consentement des personnes est-il à demander ou le fait d'indiquer comment et combien de temps sont conservées les données suffit-il? Alors, il va y avoir deux choses. Il faut que, effectivement, la politique de confidentialité précise ce que vous allez faire avec les données, quelles sont les données que vous prenez, combien de temps vous les gardez, à qui vous allez les destiner. Parce que si je comprends bien, si c'est un site de recrutement, certainement qu'après, ces CV-là, vous allez les envoyer chez des destinataires. Donc, il faut qu'ils sachent si c'est que vous qui allez les traiter ou si vous allez les destiner à quelqu'un d'autre. Ensuite, le consentement, oui, il est nécessaire, mais il le sera par rapport au formulaire que vous avez fait. Tout à l'heure, je vous ai précisé que les formulaires doivent avoir un côté avec des données obligatoires et d'autres non. Donc, par exemple, si vous avez besoin du nom, du prénom et imaginons la date de naissance n'est pas forcément obligatoire quand on fait du recrutement, donc il va y avoir une petite étoile en disant que c'est pas forcément obligatoire, mais si la personne le veut, peut le faire, etc. Donc, pour que le consentement soit valable, il faut vraiment qu'il y ait cet élément dit de transparence, de minimisation et de proportionnalité. La personne doit toujours savoir ce que vous allez faire de ces données, à qui vous allez les adresser, combien de temps vous allez les garder. Il faut qu'à tout moment, elle puisse revenir sur ce consentement s'il n'y a pas de contrat ou il n'y a pas d'obligation légale et qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour lui répondre dans les 72 heures. Ok. On va prendre une dernière question. Il y en a deux, mais qui se recoupent. Existe-t-il un site qui validerait la conformité d'un site web simplement via une URL? Non, malheureusement, non, ça n'existe pas. Donc, c'est dommage, c'est vrai. Mais en fait, non, vous devez par vous-même vérifier que votre site est conforme. Si vous pensez ne pas pouvoir le faire tout seul, mais à ce moment-là, il faut faire appel à un juriste en protection des données personnelles qui regardera votre site et qui vous dira s'il est conforme ou pas. Mais ça n'existe pas de label ou de ISO ou de choses comme ça. En tout cas, pour l'instant, ça viendra peut-être qui puisse vous dire que votre site est conforme ou pas. Ok, ben écoutez, moi je propose qu'on mette un terme à ce webinaire, donc on arrive à la fin. Juste avant d'arrêter l'enregistrement, je rappelle à l'ensemble des participants qu'il existe des dispositifs d'aide de mise en place par l'Eurométropole Strasbourg et la région Grand Est qui permettent de financer une partie des projets numériques. C'est soumis à critères, bien évidemment. N'hésitez pas à contacter la Chambre de commerce qui pourra vérifier avec vous votre éligibilité. L'intérêt de ces dispositifs est également de bénéficier d'un diagnostic de maturité digitale qui aboutit sur un plan d'action et pourquoi pas d'un accompagnement par la suite tout au long du projet. Alors n'hésitez pas si vous avez des projets numériques à appeler la Chambre de commerce. Et pour terminer, juste pour information, le prochain webinaire, c'est le 25 janvier. Ça sera sur le référencement. Et puis voilà, c'est terminé. Donc je remercie beaucoup Nathalie Meyer de NMC Data Protect pour son intervention. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci à Nathalie. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.